Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette édition du 19 mars 2018 d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels du secteur. Et évidemment, pour décrypter et analyser cette actualité, je suis en compagnie, comme chaque semaine, de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, première information de la semaine sur laquelle vous avez souhaité revenir, qui est une information quand même assez, je dois dire, assez étonnante. C'est le Airbus, que tout le monde connaît évidemment, qui bascule vers la Google Suite contre la suite. Alors, il n'était pas sur Office 365, il était en Office On-Premise. Et il bascule sur le cloud, et le cloud de Google, ce qui est, quand on connaît les impératifs de sécurité, quand même assez étonnant. Oui. Mais bon. Alors, effectivement, c'est une information qui a été sortie par notre confrère The Register, confrère anglais bien connu, qui a eu accès à un mémorandum que Tom Enders, qui est le CEO de Airbus, a envoyé à tous les salariés de l'entreprise, dans lequel il faisait part de cette information qui effectivement est importante dans la mesure où elle va finalement impliquer le quotidien de tous les salariés d'Airbus. Alors, effectivement, 130 000. Donc l'objectif, c'est, comme vous l'avez dit, de basculer tous les salariés, en rappelant que Airbus n'est pas une société française. On pense toujours, et d'ailleurs, à chaque fois que c'est une société franco quelque chose ou même européenne, on met toujours l'accent sur le volet français, mais bon, là Airbus est vraiment une vraie société européenne, et donc 130 000 salariés, et l'objectif c'est de basculer donc sur la Google Suite en l'espace de 18 mois. Donc on a beau dire oui, le cloud c'est instantané, etc., mais non, 18 mois pour basculer, c'est quand même pas rien. Et effectivement, comme vous l'avez indiqué, jusqu'à présent, Airbus était utilisateur de la version donc Office traditionnelle, donc installée sur les serveurs de l'entreprise. Donc l'idée que Airbus évolue vers une suite sur le cloud avec tous les outils collaboratifs, ça paraît relativement, je dirais, normal et tout à fait positif. Alors évidemment, il n'y a pas, le choix est assez limité hein, entre Office 365 et puis Google Suite. À part ça, bon, alors on peut dire aussi, on va utiliser, voilà, c'est ce que j'allais dire, l'open source, mais à ce niveau, je dirais, à cette dimension-là, je ne sais pas si c'est vraiment envisageable. Donc 18 mois pour basculer sur 130 000 salariés, c'est quand même pas rien. Et effectivement, comme vous l'avez rappelé, Airbus donc, est un constructeur aéronautique dans le civil, mais aussi dans le militaire, et avec des conditions, et on sait bien, tous les gens qui travaillent avec eux sont soumis à des conditions, des règles de sécurité extrêmement précises et très draconienne, et donc le fait de basculer comme ça sur une suite collaborative sur le cloud avec Google, on peut quand même se poser quelques questions, parce qu'on sait que dans ce duopole qui existe dans la construction aéronautique entre Airbus d'un côté et Boeing de l'autre, bon, c'est quand même une lutte féroce et acharnée. Tous les moyens sont permis. Alors on ne va pas verser dans le complotisme un peu stupide, mais enfin, on peut quand même se poser des questions et dans toutes ces informations qui sont échangées entre les différents salariés d'Airbus. Il y en a peut-être qui pourraient être utilisés par le concurrent, et il faut quand même rappeler que Google est une entreprise américaine, donc bon... Alors on peut imaginer, puisqu'on n'a pas de réaction évidemment des équipes d'Airbus, qui sont quand même pas, qui sont peut-être entendues un certain nombre de garanties. Et bon, sachant que effectivement, a priori comme ça, vous l'avez annoncé la semaine dernière, Microsoft ouvre 4 data centers en France. Donc de ce point de vue-là, on pourrait avoir un certain nombre de garanties au niveau de Microsoft. C'est vrai que chez Google, on n'a pas l'impression d'avoir la même genre de problématique de data center localisé. En tout cas, on le sait pas si c'est le cas. Oui, et puis alors bon, après on peut aussi rentrer sur cette idée que c'est pas parce que une entreprise a ses data centers en France, on sait bien que les États-Unis ont une vision du droit
droits qui dépassent largement leur territoire, donc depuis le Patriot Act et autres législations, on sait très bien qu'ils sont tout à fait prêts à aller chercher les données, même si c'est pas sur le sol américain. On se souvient d'ailleurs que Microsoft, dans ce domaine, avait résisté sur des données qui étaient... Résiste toujours, l'affaire est en cours, sur des données qui étaient basées sur des serveurs en Irlande. Enfin, toujours est-il que, je crois que ce qu'on peut retenir de ça, c'est on parle du cloud, on parle de choses qui peuvent se faire très vite, mais 18 mois, c'est quand même important. Pour nos lecteurs qui ont mené des projets de migration de suite Office, je pense que ça va les faire un peu réfléchir. Et deux, effectivement, poser toutes ces questions de sécurité. Donc, alors Microsoft avait été interrogé par le confrère The Register, n'a pas souhaité nous donner des questions. Alors, il faut, quand on compare les deux, Microsoft est encore largement loin en termes d'activité commerciale, si je puis dire, par rapport à Google, dont on sait que la grande marché, c'est la publicité, mais commence à devenir un acteur. Et puis comme on l'a dit, il n'y a pas 36 solutions disponibles, donc finalement, Google, c'est le principal concurrent de Microsoft dans ce domaine. Donc, la situation est assez simple de ce point de vue-là. Eh bien, très bien. Écoutez, j'espère qu'on aura un retour du côté d'Airbus dans les semaines à venir pour peut-être mieux comprendre la logique de cette information. En attendant, je vous propose de passer au deuxième sujet qui a retenu votre attention, qui est un sujet plus festif peut-être. C'est ludique, on va dire, oui. C'est la problématique c'est le sport et la donnée, parce que vous allez me dire quel rapport entre le sport et l'informatique, et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que la pratique sportive aujourd'hui, notamment au haut niveau, évidemment, est très fortement consommatrice de données, et tous les sports collectifs, individuels, aujourd'hui, sont des gros consommateurs d'informations, et évidemment, ça ne laisse pas indifférents les acteurs, les fournisseurs de notre secteur qui réfléchissent et proposent des solutions sur le sujet. Alors effectivement, donc la semaine dernière il y avait le salon Big Data, mais en parallèle SAP a fait l'inauguration alors ils ont un centre d'innovation qui s'appelle Leonardo, à Levallois au siège, et donc dans ce centre d'innovation où il y a tous les métiers sont représentés, ils viennent d'ouvrir, je dirais, justement cette activité. Alors c'est à la fois sport et divertissement. Donc, c'est un Allemand, Stefan Magner, qui est responsable de cette activité-là, qui faisait la présentation. Donc, il a pas fait l'historique, mais enfin, il montrait que SAP a été créé en 1972. Et c'est l'année des Jeux de Munich, Jeux olympiques de Munich, donc il y a un lien entre les deux, et qui montrait qui expliquait que les fondateurs de SAP étaient très impliqués dans le sport. Donc, finalement, on y arrive aujourd'hui. Et c'est à la Coupe du Monde de 2014, donc au Brésil, que l'Allemagne a gagné. Donc il nous l'a rappelé gentiment. Que SAP a commencé à s'intéresser, je dirais, à cette problématique-là. Pour deux raisons principales. D'abord parce que le sport business se développe considérablement, donc c'est une activité commerciale comme une autre. Et puis elle a cette particularité, c'est que finalement elle a elle véhicule une image qui est extrêmement forte. C'est-à-dire que c'est vrai que si vous travaillez pour Procter & Gamble, l'image des tubes dentifrice, ça va pas vous mener le bon. En revanche, si vous êtes travaillé si vous offrez des solutions au Bayern Munich, là c'est plus rêvé. Ouais. Et alors, c'était très intéressant. Donc, ça couvre, je dirais, plusieurs dimensions. Il y a la dimension, SAP fait état de à peu près 1000 clients dans le domaine, sport et divertissement. Et dans le domaine du sport, ça ne surprendra personne, c'est principalement le football, sachant que dans le football, il y a beaucoup de clubs allemands qui sont, pour des raisons évidentes, qui sont utilisateurs de solutions SAP. Et donc, ça couvre principalement trois domaines. Le premier, c'est, je dirais, la gestion du club en tant que société commerciale. Donc là, je dirais, c'est relativement classique. Il faut augmenter les ventes, développer le marketing, tout ce que vous pouvez imaginer. Le deuxième, c'est la gestion des fans, donc des supporters.
Donc là, je dirais c'est un peu nouveau parce qu'il y a tous ces outils du numérique, les réseaux sociaux et compagnie qui font qu'on peut gérer tout ça, et donc il faut récupérer beaucoup de données, sachant que la problématique, SAP le rappelait, la problématique d'un club de foot de niveau de classe mondiale, hein, dans tous les, en Europe, les meilleurs clubs de foot, ils ont à peu près, on parle de 300 000, je dirais, enfin, c'est plus que fans, c'est presque, on appelle ça des clients parce que c'est des gens qui ont acheté des abonnements. Donc c'est l'ordre de grandeur, et on arrive au final, les amis des fans, c'est 1 milliard. C'est-à-dire que il citait justement l'exemple de, je crois que c'est du Bayern Munich, qui a développé beaucoup ses activités en Chine parce que l'image de ces clubs-là est tellement forte que finalement ils peuvent arriver à vendre, aller jusqu'à la Chine. Donc 1 milliard, on voit bien l'ordre de grandeur, et donc ça, ce sont des problématiques nouvelles. Et puis la troisième dimension, qui elle est la plus récente, et la plus qui donne le tournis, c'est, je dirais, l'optimisation des performances. Et là, le football, c'est un exemple, mais il y a tous les sports collectifs, hein, le rugby en particulier. Ça change beaucoup, nos amis américains, avec le football américain, nous avaient donné des leçons, et déjà il y a de nombreuses années. Tout à fait. Mais alors, ce qui est nouveau, c'est que on a déjà des tonnes de vidéos, on a des tonnes de statistiques sur les joueurs, mais tout ça a été démultiplié parce que, on peut mettre maintenant des objets connectés sur les joueurs, donc on peut en mettre partout, hein, pas seulement mais on peut en mettre je ne sais pas combien, parce que maintenant ils sont tellement miniaturisés que ce qui fait que tout ça permet de collecter des volumes de données absolument considérables, et donc ensuite de faire une analyse stratégique du jeu, si je puis dire, et pas seulement une analyse d'un joueur, mais une analyse non seulement de l'équipe, mais uniquement de la défense de l'équipe, c'est-à-dire les 3 ou 4 joueurs qui sont, de savoir à tout moment comment ils sont positionnés les uns par rapport aux autres, comment ils évoluent, et donc tout ça c'est beaucoup de données. Il y a aussi par exemple toutes les données qui concernent les tirs au but, les pénaltys en fin de match. Donc là, pareil, on sait tel joueur, évidemment, combien il a tiré de pénalty, s'il les a tirés en haut à droite, en bas à gauche, etc. Mais plus que ça, c'est-à-dire à partir du moment où c'est lui qui se présente devant le ballon, comment le body language, comme on dit, le comportement du corps, comment il va aborder le tir du penalty. C'est-à-dire, est-ce qu'il regarde le gardien de but, est-ce qu'il regarde par terre, est-ce qu'il regarde le ballon, enfin, et tout ça est analysé de manière extrêmement fine, et franchement, je veux dire, ça donne vraiment le tournis. Donc les gardiens de foot vont devoir se mettre à SAP, en fait, c'est ça. Donc la question finale que j'ai eu l'occasion de poser à Stéphane Wagner, c'est de lui dire, tout ça c'est bien gentil, mais finalement, est-ce que quand on adopte ces solutions-là, est-ce qu'on améliore sa performance enfin, et donc, je ne sais pas si une équipe est dans le championnat allemand, la division 1, est-ce qu'on monte vers les sommets, quoi. Et la réponse a été de dire effectivement, je peux démontrer que les 3 ou 4 clubs qui ont utilisé nos solutions de manière intensive ont amélioré leur performance. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est évidemment les coachs, donc les entraîneurs, ils sont comment dire, au devant de la scène de tout ça, c'est-à-dire comment ils vont se comporter par rapport à l'utilisation de ces technologies. C'est-à-dire, évidemment, alors je ne veux pas être désagréable, mais si on a l'image de Giroud qui fait un peu tout au feeling, on se dit, mais est-ce qu'un Giroud pourra être un utilisateur de ce genre de choses? BI, c'est pas sûr. Et il avait l'air de répondre que finalement, il y a plusieurs profils possibles. Il y a les jeunes entraîneurs, donc là c'est une question de génération, les jeunes entraîneurs, ils sont un peu nés avec ça, donc ils sont très consommateurs directs, mais les plus anciens, ils peuvent avoir aussi l'attitude de dire, moi c'est pas mon domaine, mais je vais avoir une équipe, un staff de spécialistes de tous ces outils-là, qui vont consolider les informations et me faire remonter là où les deux informations essentielles qui vont me permettre d'améliorer la qualité du match. Donc tout ça pour dire que ça peut paraître anecdotique, si je puis dire. Anecdotique, mais ça l'est pas du tout, et on se demande jusqu'où ça va aller, quoi. C'est vrai que si on rejoint la tendance du football américain ou des sports américains en général,
ça ne sera pas anecdotique, parce que c'est vraiment un type... vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, mais c'est vraiment des sports où ces notions de statistiques, de données, d'analyse des données, des parcours des joueurs sont au cœur de la problématique, des tactiques. Et dans tous les sports, en fait, si on prend la voile, par exemple, vous imaginez la Coupe de l'Amérique est une bonne illustration absolument. De cette course en avant technologique. Alors, pour le coup, en ce moment, quand on en revient, on change complètement d'univers et on parle alors j'ai un peu dévoilé d'ailleurs le sujet tout à l'heure, on parle de Microsoft qui a annoncé à l'occasion de la semaine dernière de son événement Tech Summit qu'il ouvrait 4 data centers en France. Oui, alors on y revient parce que c'est effectivement c'est quand même très important et le fait que on sait que la GDPR arrive en mai 2018, donc ça arrive au bon moment, on va dire. Je ne sais pas si Microsoft avait prévu de le faire à ce moment-là, mais en tout cas ça arrive vraiment au bon moment. Et donc effectivement c'est donc 3 data centers en région parisienne et un data center à Marseille. En fait, ça va constituer 2 régions différentes, donc qui s'ajoutent à l'ensemble déjà existant, et Microsoft fait état de 50 régions dans le monde, donc sachant que, on vient de le dire, dans une région il peut y avoir plusieurs data centers en relation avec la demande locale, donc ça peut être un, mais ça peut être plusieurs, et donc Microsoft indique que apparemment, elle a la couverture la plus importante. Bon, dans ces data centers, qu'est-ce qu'on propose? On propose Office 365, alors pas Airbus apparemment, mais on propose de l'Azure, bien sûr. Azure, et puis on propose Dynamics, par exemple, solution de CRM, donc tout ça c'est possible. Et l'activité globale que présente Microsoft dans le cloud avec toutes ces solutions-là, maintenant c'est 20 milliards de dollars, donc ça commence à représenter quelque chose d'important. C'est à peu près quelque chose comme 20% du chiffre d'affaires, donc et c'est en croissance assez rapide. Donc, par contre, question complémentaire, est-ce que ces data centers, vous les choisissez ou par défaut vous achetez Office 365 en région parisienne et votre installation se fera en France, ou c'est effectivement le client français qui veut avoir Office 365, il peut demander à ce que ça soit en région parisienne. Sachant que effectivement Microsoft listait l'ensemble des spécificités de ces data centers, donc ils ont toutes les mises en conformité possibles, le 27001, enfin tout ce qui peut exister, donc là ça c'est pour la sécurité. Ils ont la réversibilité, donc c'est si vous êtes chez eux et que vous voulez aller ailleurs, donc vous pouvez récupérer vos données. Évidemment ils sont conformes GDPR, enfin ils ont la liste de tout ça, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc c'est un coup de boost important sur l'Hexagone de la part de Microsoft dans le domaine du cloud. Alors ça c'était pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, après Microsoft qui fait son Tech Summit, c'est Orange qui s'y met, qui fait son Summit cette semaine. La semaine prochaine, pardon. C'est pas tout à fait en fait. Oui, c'est ça, c'est le 3 et 4 avril. Et qui fait un peu le point des technos offertes par Orange. En fait, c'est Orange Business Service, puisque Orange avait son show annuel sur les innovations, le fameux Orange Hello. Oui, c'est la branche entreprise. Voilà, donc ça c'est qu'on a déjà fait 5 ou 6, je crois. Et donc là, c'est Orange Business Service qui fait son summit 4 et 5 avril avec des présentations dans des domaines assez variés. Dans le véhicule autonome grâce à la 5G, avec le réseau étendu, le Software Defined réseau étendu, le SD-WAN, avec les environnements de travail utilisant la réalité virtuelle, réalité augmentée, donc évidemment la data intelligence, donc ça c'est pour tout un tas pour les présentations, les démonstrations. Ce qui est assez amusant, c'est que dans l'invitation, en fait, il est mentionné que
c'est Thierry Bonhomme qui était en fait le CEO d'Orange Business Service qui ferait la conférence plénière. Mais en fait, il se trouve qu'entre-temps, il y a eu un bouleversement. Et donc, Thierry Bonhomme a été remplacé par deux personnes, dont Gervais Pellissier, qui est un ancien de Bull. Et donc, Stéphane Richard, qui a été reconduit comme patron d'Orange, effectivement, à cette occasion-là, a remanié un peu, son équipe. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'en fait, on se dit, finalement, lui, il a été reconduit, mais il en profite pour renouveler son équipe. Alors, on pourrait se dire... Pourquoi il n'a pas été renouvelé lui-même? Pourquoi il n'a pas reconduit c'est comme ça. Donc, ça, c'est une première remarque. Mais une deuxième remarque aussi, ce qui est étonnant, c'est qu'au moment où on parle beaucoup de transformation numérique, où a priori les contacts deviennent de plus en plus virtuels, les entreprises, parce que maintenant toutes les entreprises font leur conférence, leur événement, il y a vraiment finalement la nécessité que les gens se retrouvent physiquement en un même endroit pour échanger, et donc je trouve que c'est un peu, ça paraît un peu antinomique, mais finalement ce qui montre bien que le lien physique entre les personnes est quelque chose de très important, et que on ne pourra jamais travailler de manière comme ça. Alors on pourra partiellement, alors avec les fameuses grèves de la SNCF qui se profilent, le télétravail, ça va être une nécessité, mais clairement on ne peut pas faire que ça. Il faut aussi qu'il y ait des contacts humains, parce que c'est très important. Enfin, toujours est-il que ce Orange Business Service Summit fera sa première édition dans Eh ben, on y sera, et puis on aura l'occasion d'y revenir après le déroulement de l'événement. Et pour conclure, j'allais dire, avec un encouragement, c'est plus notre coup de cœur ni notre coup de gueule, c'est un encouragement du jury peut-être, avec la fameuse taxe dont on avait évoqué la semaine dernière, sur les GAFA, dont on a une vision maintenant plus précise. Oui, alors effectivement, la semaine dernière c'était une déclaration de Pierre Moscovici, et là maintenant c'est la Commission européenne qui indique qu'elle va faire passer une taxe de 3%. Alors, il y avait une fourchette qui était entre 1 et 5, donc on arrive à 3, donc on est assez bien au milieu. 3% sur le chiffre d'affaires réalisé en Europe par des entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 750 millions d'euros. Donc suivez mon regard, on voit très bien qui ça peut viser. Donc on peut faire des calculs assez rapides, 3% du chiffre d'affaires de Google en Europe, on voit ce que ça pourrait représenter comme retrait d'argent. Donc effectivement, c'est un premier pas vers quelque chose qui est souhaitable et qu'on souhaitait depuis un certain temps. Sachant qu'après on va raffiner sans doute un peu le modèle, mais qui évitera à tous ces géants du numérique de faire de l'optimisation fiscale, de faire en sorte que son activité principale, son activité en France par exemple, passe tout d'un coup en Irlande. Pourquoi? Parce que voilà, donc c'est un premier pas. Alors, c'est pas souhaitable, hein. La guerre commerciale apparemment a été lancée par nos amis américains. C'est pas souhaitable, mais enfin là, c'est la juste rétribution des activités dans les différents pays, et c'est quelque chose qu'on souhaitait mentionner. Très bien, écoutez, merci Guy on va conclure sur cette analyse et cette synthèse. Pour nos lecteurs qui sont intéressés par les problématiques de business intelligence, de data mining, je vous propose de continuer à nous suivre soit sur la chaîne YouTube, soit sur le site, et redécouvrir l'interview de notre invité IT de la semaine, en l'occurrence Jean-Pascal Ancelin, qui est le DG France de MicroStratégie, un acteur bien connu de cette problématique de BI et donc Business Intelligence en bon français, pour faire le point sur le marché, les évolutions, notamment avec évidemment l'arrivée des problématiques de machine learning. En attendant, pour toutes et tous, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. A très bientôt, merci.